Bonjour, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce troisième Facebook Live qui, je vous le rappelle, a lieu tous les mois, le dernier mardi de chaque mois. Donc le mois dernier, pardon, l'édition numéro 2 du Facebook Live, vous avez été plus de 4000 personnes durant ces dernières semaines à regarder tout ou partie de ce Facebook Live. Beaucoup de messages, beaucoup de questions posées. Ce format semble trouver son positionnement dans le cadre des relations que nous avons ensemble. Je le redis, bien sûr, ce Facebook Live ne remplace pas les contacts directs, les réunions de quartier, les réunions diverses et variées, hein. Il vient en plus permettant à celles et ceux qui ne peuvent pas trop se déplacer, n'ont pas envie de se déplacer ou qui ne sont pas régulièrement en ville, de pouvoir me poser en direct toutes les questions. Je rappelle que c'est soit dans les jours qui précèdent, soit en direct, vous pouvez faire vos commentaires, poser des questions et j'essaierai de répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle l'adresse direct@ales.fr et donc je répondrai à toutes ces questions. Comme certains me l'avaient demandé d'ailleurs et comme je m'étais engagé, aujourd'hui je vous propose deux séquences. La première, faire un petit point sur la situation financière de nos territoires, comment on construit un budget, dans quel objectif, quelles sont nos marges de manœuvre, qu'est-ce que nous avons comme dépenses contraintes. Et comme ça, vous comprendrez peut-être un peu mieux les budgets que nous allons voter dans les prochaines semaines, que ce soit la ville d'Alès et Alès Agglomération. Puis après, je répondrai aux nombreuses questions que vous m'avez posées. Alors ces questions, elles évoquent plusieurs thématiques, mais on s'aperçoit qu'il y a des thématiques assez récurrentes. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc si vous êtes d'accord, nous allons attaquer par le sujet, on va dire, le sujet principal de cette troisième émission, les finances et la situation financière de nos territoires. Alors vous le savez, les collectivités territoriales votent chaque année un budget. Ce budget, il y a un budget de fonctionnement qui nous permet de payer le fonctionnement de nos politiques publiques, le personnel, les services que nous rendons, et puis un budget d'investissement qui nous permet justement d'investir, faire des équipements, refaire des routes, faire des écoles, faire le marché. Voilà, c'est deux budgets complètement distincts. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que le budget de fonctionnement, globalement, il doit être totalement équilibré. Contrairement à l'État, nous n'avons pas le droit, les collectivités locales, de dépenser l'argent que nous n'avons pas. C'est une bonne chose, ce qui veut dire que les collectivités locales en France, contrairement à ce qu'on entend dire un peu trop souvent parfois, vont bien. Quant au budget investissement, ce budget investissement, lui, il peut avoir recours aux subventions, à l'autofinancement du budget de fonctionnement, ce que nous pouvons dégager comme excédent de fonctionnement, et puis après, avoir un recours à l'emprunt. Et les collectivités en général sont classées suivant ce qu'on appelle le stock de dette, c'est-à-dire la dette qui pèse sur ces collectivités comme un ménage. Un budget de collectivité fonctionne exactement comme celui d'un ménage et donc a les mêmes contraintes. Donc cette année 2023, que ce soit une fois de plus pour la ville et l'agglomération, sera un budget qui sera contraint par deux phénomènes très importants. Bien sûr, l'inflation, qui touche aussi nos dépenses, et puis, deuxième élément, bien sûr, l'augmentation des énergies qui pèsera, on va le voir, très très lourd dans nos budgets. Le problème étant que tout cet argent que nous dépensons en plus pour le même service, et donc qui ne crée pas du service supplémentaire, eh bien, il va falloir trouver les moyens de financer ces dépenses supplémentaires. Vous le savez, depuis de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans, nous avons fait le choix, et cette année encore, de ne pas augmenter les impôts, de figer les impôts locaux. Et donc à partir de ce moment-là, si on n'augmente pas nos recettes, si les dépenses augmentent mécaniquement et naturellement, il va y avoir un différentiel qui va se créer entre les recettes et les dépenses, et il va falloir le financer. Et c'est toute l'ambition des budgets que nous allons voter cette année. Alors au niveau conjoncturel national, hein, on va avoir deux années, semble-t-il, assez difficiles, 2023 et 2024. Et puis, si on en croit les experts, les préventionnistes, bon, qui se trompent souvent, mais là-dessus, je suis assez d'accord avec eux, on va avoir après un ralentissement de l'inflation, on va avoir une diminution du coût des énergies, vu qu'on est dans un pic actuellement, et donc on devrait reprendre un mode de financement un peu plus classique à partir de fin 2024, début 2025. Nous avons donc deux années un peu compliquées
à passer. Et pour nous, les élus, une question se pose en fait, tout simplement. Plusieurs questions peuvent se poser suivant les communes. Augmenter les impôts, augmenter l'endettement, diminuer l'investissement, diminuer les services publics. Nous, nous y avons répondu, donc pas d'augmentation de la fiscalité, maintien de tous les services publics, donc pas de diminution des services publics rendus, maintien du projet de territoire pour l'agglomération et du projet municipal pour la ville, et donc nous passerons par une augmentation légère, je vous rassure, de l'endettement de nos collectivités pour justement poursuivre cette marche en avant qui nous permettra, sur un mandat déjà amputé par 2 années de Covid, de pouvoir quand même réaliser ce pourquoi vous nous avez élus il y a maintenant un peu plus de 3 ans et que nous nous devons de réaliser parce que ça participe du développement de la ville, ça permet aujourd'hui que notre ville, notre agglomération soit très agréable à vivre, ça permet aux entreprises de créer de l'activité, des emplois, et ça permet bien sûr à tout un chacun d'avoir accès à des services publics de qualité. Quand nous refaisons par exemple les guichets d'accueil de Mairie Prime, c'est un meilleur accueil, plus de fluidité, plus de services rendus, et donc c'est de l'investissement au profit des administrés. Quand nous ouvrons la maison des aidants il y a quelques jours à Alès, ben, c'est là aussi un équipement public qui coûte de l'argent, mais qui répond à un besoin réel des populations que nous avions identifié il y a maintenant quelques années, que nous avions mis dans notre projet pour Alès. Donc vous voyez, ces investissements sont des investissements importants. Quand nous investissons sur l'amélioration de l'habitat, c'est 5 millions d'euros sur quelques années qui vont aider les propriétaires. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, le mois dernier, pardon. Et donc c'est de l'argent qui est réinvesti dans le local. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est les choix en fait que doivent faire les élus, à savoir ces grands choix. Nous, les choix sont faits, je vous les résume. Stabilité fiscale, poursuite du programme d'investissement et donc maintien aussi des politiques publiques. Certaines communes ou certaines agglomérations peuvent décider, par exemple, je ne sais pas, de fermer une crèche, de fermer un centre de loisirs, de diminuer l'intervention pour le développement économique, tout ça. Ben nous, bien sûr que nous avons refusé de faire ce choix parce que ça nous paraît essentiel de pouvoir poursuivre cette marche en avant. Alors, si vous voulez, concrètement, si je commence par l'agglomération qui est le principal budget, il faut comprendre aujourd'hui qu'un budget de fonctionnement de l'agglomération, donc qui paye les politiques publiques transférées de chacune des communes vers la communauté d'agglomération, ce budget pèse environ 117 millions d'euros cette année de fonctionnement. Et dans ce fonctionnement, nous avons une hausse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de plus 9 millions de dépenses, à politique publique équivalente, sans recrutement particulier, sans décision particulière, et une hausse des recettes de 3 millions d'euros. Il y a donc à peu près 5 millions 8, 5 millions 900 000 euros, 5 millions 900 000 euros à trouver pour équilibrer ce budget. Alors, comment nous allons pouvoir réussir cela? Ben, nous allons réussir en faisant plusieurs choses. D'une part, en chassant, bien sûr, tout ce qui est encore niche, sur lesquelles nous avons déjà travaillé depuis de nombreuses années pour diminuer les dépenses qui ne seraient pas très productives. Et puis, ben, nous allons ne pas embaucher de personnel supplémentaire et nous allons tourner avec le personnel communautaire, le personnel municipal que je veux une nouvelle fois remercier pour leur engagement au niveau du service public. Euh, les contraintes aussi de ces budgets, c'est l'énergie, je l'ai dit, mais c'est l'inflation. Et l'inflation, nous pouvons espérer que celle-ci va diminuer au second semestre. Malheureusement, elle a été très élevée l'année dernière et dans ces premiers mois de l'année. Elle a impacté principalement les ménages. Et c'est vrai que beaucoup de ménages nous font part souvent des difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir continuer à vivre comme avant. C'est compliqué, mais je le disais tout à l'heure, je réinsiste un peu dessus, ça impacte aussi les collectivités qui, elles aussi, quand vous payez du personnel, ben, vous payez l'augmentation des salaires qui sont liés justement à l'augmentation du point d'indice, l'augmentation, ce qu'on appelle le RIFSEP, ce qu'on appelle un certain nombre de mesures qui sont décidées par l'État et qui s'imposent à nous. Ça, c'est un peu le cas général. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais s'il y en a qui sont intéressés par les détails, je ne veux pas que ce soit trop complexe. Je pourrais vous donner un certain nombre d'autres chiffres. Ce qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, je l'ai dit, c'est que les collectivités locales, et c'est une bonne chose, ne participent pas au déficit de l'État.
puisque nos budgets sont équilibrés, les recettes et les dépenses. Et donc, si je prends le budget de l'agglomération, 117 millions d'euros de fonctionnement, ça paraît énorme, mais en tant que tel, c'est beaucoup de dépenses qui ont été transférées par les communes. Sur ces 117 millions, le seul impôt ménage que nous percevons, et ça aussi c'est pour répondre à une des questions qui m'a été posée sur les impôts justement, puisque beaucoup de gens me disent oui, ben, on paye beaucoup d'impôts, donc on a le droit effectivement d'avoir plus de services. Je voudrais juste expliquer une chose, avec toutes les réformes fiscales depuis 2012 qui se sont succédées, aujourd'hui nous ne payons plus de taxes d'habitation, sauf sur les résidences secondaires, mais nous ne payons plus de taxes d'habitation, elle n'a pas été compensée par un autre impôt pour les particuliers. Et donc, les seules ressources fiscales des particuliers pour l'agglomération et pour la ville d'Alès, d'ailleurs, et pour toutes les autres communes, c'est uniquement la taxe sur le foncier bâti. C'est la seule ressource fiscale des ménages aujourd'hui. Et sur 117 millions de dépenses, nous percevons, écoutez bien ce chiffre, hein, parce que ça va peut-être remettre des choses en place sur l'agglomération, 2,5 millions, 2,5 millions, donc à peine 2% des recettes qui proviennent des impôts ménages, de la taxe foncière. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, on dit bah les collectivités c'est nos impôts. Alors ça peut être des impôts nationaux, c'est la TVA, pour une partie de la TVA que nous payons qui revient aux collectivités, mais ça veut dire le contribuable alésien, le contribuable grand alésien aujourd'hui participe très peu en tant que contribuable en termes de fiscalité de son agglomération. Pour les communes, c'est un peu plus important le pourcentage et on va dire que l'impôt ménage sur les communes, ça pèse entre 20 et 30% des dépenses de la commune aujourd'hui, parce que la structuration fiscale est un peu différente sur les recettes communales que sur les recettes intercommunales. Et oui, c'est comme ça, c'est pas hyper simple, mais c'est comme ça. Par contre, je le dis aussi, bien sûr, un des autres impôts que nous payons toutes et tous sur la taxe foncière, c'est la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est en fait un impôt, une taxe qui permet, j'en ai déjà parlé lors de la première émission, et j'y reviens, qui permet de payer le service des ordures ménagères, c'est-à-dire à la fois le ramassage, le traitement de l'ensemble des ordures, des 80 000 tonnes de déchets que nous produisons collectivement chaque année aujourd'hui sur ce territoire. Et donc cette TOM, c'est vrai qu'elle pèse, elle, 20 millions d'euros, hein, c'est-à-dire à peu près 20%, 22% exactement, de nos dépenses de fonctionnement. C'est énorme. Et c'est là-dessus, je le redis, que nous pouvons aujourd'hui générer sur l'agglomération des économies si nous faisons toutes et tous un effort important sur le tri en amont, sur la production de nos déchets ménagers. Tout l'argent que nous ne dépenserons pas et que nous jetons à la poubelle, c'est le cas de le dire, cet argent nous permettra de poursuivre ou d'augmenter des politiques publiques, comme par exemple cette année le plan alimentaire de territoire qui est adopté, qui va générer de nouvelles dépenses, mais qu'il nous faut aussi fonctionner pour préparer une agriculture de qualité, de proximité, bien manger, bien produire en proximité. Vous voyez, ça c'est un choix politique. Et donc, il faut financer sans augmenter les impôts. Et c'est quelque chose d'important et d'assez complexe aujourd'hui quand nous montons nos budgets, Il faut bien comprendre aussi une chose, parce que c'est vrai que j'ai aussi des questions sur les besoins toujours importants hein, de la population. Mais il faut savoir aussi qu'une communauté d'agglomération, contrairement à une commune, elle a très peu de choix politiques et financiers à faire, puisque une grosse partie, quasiment 80% de nos dépenses de fonctionnement, sont impactées soit par des transferts des communes, donc on n'a pas grand-chose à dire, soit par le personnel qu'il faut rémunérer, c'est le personnel des crèches, c'est le personnel des ALSH, c'est le personnel du ramassage d'ordures ménagères, c'est tout ce personnel qui travaille au quotidien pour le service public et tant nécessaire. Et puis après, le reste, nous avons aussi des transferts de syndicats. Par exemple, c'est sur l'agglomération que nous payons chaque année des cotisations au service d'incendie et de secours, 5 millions d'euros qui sont décidés, qui nous sont prélevés, des cotisations au syndicat d'ordures ménagères, des cotisations au syndicat des transports. Voilà, toutes ces dépenses sont un peu contraintes et sont obligatoires pour l'agglomération. Nous avons donc très très peu de marge de manœuvre sur une communauté d'agglomération pour faire des choix de fonctionnement. Les communes, il y en a un peu plus, parce que les communes, on va dire que les maires dans les communes ont plus de latitude au titre de ce qu'on appelle la clause de compétence générale pour pouvoir faire des choix de dépenses. C'est les festivités, c'est la culture, c'est le sport, c'est toutes ces dépenses qui ne sont en somme pas obligatoires,
mais qui sont des choix politiques et qui sont en fonction des finances disponibles. Et donc là, les communes peuvent faire ce choix de faire ou ne pas faire, de faire des économies, de dépenser plus d'argent. Ça, c'est le choix des maires, des élus, qui le font chaque année au moment du vote de leur budget. Donc vous voyez, une communauté d'agglomération, une commune, c'est de l'argent, du service public, des services publics qui sont obligatoires à mener. On est obligé de ramasser les poubelles. On est obligé de traiter les poubelles. On est obligé d'avoir des crèches. On est obligé de mettre du personnel dans les écoles pour nos bambins. On est obligé d'entretenir les bâtiments communaux. On est obligé d'un certain nombre de choses. Ça, c'est des politiques obligatoires. Et parallèlement, vous savez qu'il y a un des principes constitutionnels, on parle beaucoup de la Constitution en ce moment, un des principes constitutionnels, c'est la libre administration des collectivités territoriales, c'est-à-dire que les élus locaux sont maîtres de leur politique publique dans le cadre bien sûr réglementaire et légal, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut et heureusement, mais on est libre. Et pourtant, de plus en plus, et je dénonce souvent, depuis un certain nombre d'années, l'État contraint nos dépenses et en fait nous empêche bien souvent, de façon réglementaire ou de façon, on va dire, très incitative, pour pas dire plus, enfin nous empêche de faire tout ce que nous souhaiterions faire en encadrant, en limitant nos dépenses, alors que nous ne participons pas, je le répète pour la troisième fois, au déficit, national. J'ai vu ce matin qu'on allait atteindre les quelques 3000 milliards de déficit national. Il n'y a pas les collectivités locales dedans. Il n'y a que l'État, les sécurités sociales et tous les budgets nationaux. Mais nous n'avons pas le droit de participer à ces dettes. Et donc les collectivités sont bien gérées. Et parallèlement, je le redis aussi, les collectivités locales, toutes, régions, départements, communes, intercommunalités, nous portons les 3/4, 70% exactement, de l'investissement public. Donc c'est nous qui aménageons le territoire. C'est nous qui faisons les grandes infrastructures, même aujourd'hui jusqu'aux routes, même jusqu'aux voies SNCF, puisque que soit la région par exemple, nous participons au LGV et aux voies SNCF. Donc c'est nous qui participons aujourd'hui à l'aménagement du territoire. Il faut aussi l'entendre, et donc ces collectivités sont très importantes. Et je réponds aussi à une question qui m'a été posée, que je recherchais sur ce fameux millefeuille territorial, puisqu'on savait que j'allais passer sur les finances, et on me dit, mais écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait supprimer un échelon entre les communes et l'intercommunalité, parce que ça nous coûte très cher. Là aussi, il faut être très clair. Il faut faire attention à ce que certains disent, ceux surtout qui ont bien souvent l'intérêt de supprimer la proximité qu'apportent les nombreuses et belles communes de France, notamment les communes rurales. Aujourd'hui, entre une agglomération ou une intercommunalité et une commune, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que fait l'intercommunalité, la commune ne le fait plus. On n'est pas dans le millefeuille, on est dans l'optimisation. C'est-à-dire, je prends par exemple la compétence petite enfance. Hein, tout le monde comprend, les crèches, les relais d'assistantes maternelles, tout ça. Ça a été transféré en 1993. Il y a plus de 30 ans, des communes qui n'arrivaient plus à se payer cette compétence à la communauté de communes du Grand Est de l'époque, et aujourd'hui c'est l'agglomération qui gère la petite enfance. Mais l'agglomération fait les dépenses, investit dans les crèches, paye le personnel, gère les inscriptions, et ce ne sont plus les communes. Donc cette dépense, elle a été optimisée au niveau d'un territoire. Comme ça, tout le monde n'a pas sa crèche, sa petite crèche, sa micro-crèche, mais il y a des crèches qui permettent aujourd'hui à tout le territoire de pouvoir accéder, mais c'est une compétence communautaire. Il en va de même pour les transports. Si chacun avait sa ligne de bus dans les communes, vous imaginez une commune de 2000, 1050 habitants, il ne pourrait pas se payer une ligne de bus. Donc ça a été transféré à l'intercommunalité, l'agglomération d'Alès, qui a un syndicat des transports, et qui gère des lignes qui vont traverser tout le territoire et venir vers la ville-centre pour les élèves et pour celles et ceux qui travaillent. Ça, c'est l'optimisation. Il en va de même, par exemple, aussi pour les ordures ménagères. Imaginez que chaque commune ramasse ses ordures ménagères et les traite. Je ne vous dis même pas le coût de traitement que nous aurions dans certaines communes qui auraient dû aller mettre leurs ordures ménagères je sais pas où, à l'incinérateur de je sais pas quoi, à la décharge de je sais pas quoi, ou au centre de tri compostage. Donc l'intercommunalité permet, sur un territoire à taille humaine, de pouvoir transférer des compétences et optimiser le coût de gestion aujourd'hui, parce qu'il y a des compétences, on s'aperçoit que quand on additionne les dépenses d'une compétence à l'ensemble des communes, quand on la gère à l'intercommunalité, on fait des économies. Et ça, c'est l'intérêt aujourd'hui majeur de ces intercommunalités qui sont qui sont structurantes
Aujourd'hui, pour un territoire, le développement économique, c'est pareil. Les zones d'activité économique, elles sont communautaires. Imaginez que chaque commune puisse faire sa zone d'activité économique. Très sincèrement, je suis pas sûr que tout le monde ait la compétence et les moyens de les réaliser. Et ça serait surtout pas organisé. Et donc, on aurait du mal à les remplir d'entreprises aujourd'hui parce que il y a des politiques qu'on ne peut pas gérer au niveau de la commune. Donc, vous voyez, c'est pour répondre à cette question sur le millefeuille territorial. Non, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les communes qui sont nécessaires, les intercommunalités qui sont nécessaires aujourd'hui travaillent ensemble, main dans la main. D'ailleurs, à l'agglomération d'Alès, nous travaillons vraiment tous ensemble, hein, avec bien souvent 95 ou pour pas dire 100% des délibérations votées à l'unanimité ou 95% des délibérations votées à l'unanimité, y compris le budget l'année dernière, on verra cette année, qui nous permet aujourd'hui de co-construire ensemble dans l'intérêt général du territoire. Ça, c'est chouette. Et ça, moi, je suis très heureux, effectivement, de ce mode de fonctionnement, parce que c'est vraiment construit ensemble, comme le dernier PAT, ou comme le projet social de territoire, comme le projet de territoire, comme tous ces politiques publiques aujourd'hui au service du public. Nous sommes là pour vous, pour développer ces politiques publiques et pour développer ce territoire que nous aimons et que nous souhaitons voir se développer dans l'intérêt des habitants. Donc, voilà, aujourd'hui, très globalement, hein, parce que je pense pas que ça vous passionne, mais je serais prêt, si certains sont intéressés, à faire un Facebook Live spécial pour vous détailler ce budget, pour vous expliquer exactement comment se passe un montage budgétaire, quelles sont nos réelles marges de manœuvre, et surtout aujourd'hui la situation financière. Si aujourd'hui nous pouvons poursuivre notre projet de territoire, c'est que dans les 20 ou 30 dernières années, puisque voilà 30 années que nous gérons ces territoires, eh ben nous avons pu parti en 1995 d'une situation catastrophique financièrement, avec 58 millions de francs qui manquaient au budget de l'année à l'époque, à permettre de créer des réserves, ce qu'on appelle un fonds de roulement, qui nous permet aujourd'hui de poursuivre, malgré les difficultés financières, ce projet de territoire, sachant que ce fonds de roulement, 27 millions sur l'agglo et à peu près une vingtaine de millions sur la ville, il n'est pas inépuisable et donc il va falloir rapidement que l'économie mondiale se reprenne un peu et que l'économie nationale aujourd'hui puisse se reprendre pour permettre cette marche en avant. Au niveau des investissements, donc vous l'avez vu, je l'ai dit la dernière fois aussi, et vous allez le découvrir dans le journal d'AS Aglo qui sort ces jours-ci, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, qui va arriver dans vos boîtes aux lettres. Vous allez découvrir le futur marché de l'abbaye, ça concerne la ville d'Alès, dont les travaux vont débuter. Là aussi j'ai une question sur les travaux d'ailleurs, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Les travaux vont débuter au mois de septembre. Septembre 2023, cette année, dans quelques mois. Donc le permis de construire a été signé aujourd'hui même, aujourd'hui hein, concrètement. Il va être étudié et le permis devrait être accordé, on va dire d'ici fin du mois de juillet. Parallèlement, les travaux d'appel, les commissions d'appel d'offres vont choisir les entreprises et les travaux vont pouvoir débuter entre le 1er et le 15 septembre de cette année. Et oui, c'est demain matin. Et vous découvrirez donc ce beau projet, ce très beau projet, co-construit là aussi avec les étaliers principalement, c'est ce qui a mis aussi du temps pour mettre tout le monde dans le même sens, pour essayer de faire un très très beau projet. Donc vous découvrirez ce projet dans le journal d'AS Aglo, effectivement, et sur le site ales.fr où vous verrez tous ces éléments. La presse les a repris d'ailleurs aussi dernièrement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, celui de la ville, celui de l'Aglo, le mien, voilà, et vous trouverez toutes les informations du quotidien qui vous concernent. Donc les travaux début septembre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je le redis aussi, je ne sais pas si je vous l'avais dit le mois dernier. Qu'est-ce que nous allons faire pour le fonctionnement pendant cette durée de travaux de l'actuel marché? Même nous allons déplacer le marché de l'abbaye pour la période des travaux pour qu'on continue à pouvoir aller faire ses courses au marché et surtout que nos étaliers puissent continuer à se développer, à travailler pour préparer leur retour dans le futur marché. Donc pendant la période des travaux, donc du 1er septembre 2023 cette année, après l'été, jusqu'à fin 2024, donc on va dire 15-16 mois, pendant 15-16 mois, ils s'installeront place de la mairie. Sous la place de la mairie, on est en train de faire des travaux d'aménagement qui étaient nécessaires d'ailleurs parce qu'il y avait des travaux d'étanchéité, des travaux, il y avait beaucoup de fuites, il y avait un arbre qui avait ses racines qui poussait les murs, il a fallu déplacer les arbres et donc on profite
fait d'une pierre deux coups, donc on traite le problème de l'humidité de ce site sous la place de la mairie, et puis on va y installer le marché. Alors on est bien d'accord, je le sais, c'est pas l'endroit idéal. On est bien d'accord que effectivement ils sont mieux là où ils sont aujourd'hui que là où ils vont aller demain. Pour autant, après des mois et des mois de réflexion, de questionnement, de problèmes juridiques, de rencontres avec les étaliers, nous n'avons pas trouvé meilleure idée. Voilà. Soit certaines n'étaient pas possibles légalement, réglementairement, soit on s'éloignait trop du cœur de ville, et donc c'était très compliqué à gérer. Donc voilà, c'est un moindre mal. On est à proximité du marché de l'abbaye, on est à proximité pour tous les clients de ce marché, il faut faire une centaine de mètres supplémentaires. Et donc, effectivement, ce qu'on vous demandera, et on communiquera autour de ça, enfin, je demande à tous les clients, et même aux futurs clients, de venir vraiment pour soutenir nos étaliers dans ce marché provisoire pendant un an, continuer à faire ses courses, on le redira, c'est essentiel pour la réouverture du marché, donc qui aura lieu à Noël 2024 ou début 2025 dans ce magnifique hall de l'abbaye qui, je le pense sincèrement, pourront concourir, je l'espère, un jour pour le plus beau marché de France, puisque c'est un marché totalement nouveau, une nouvelle distribution, des boutiques traversantes qui permettront à certains étaliers qui ont fait le choix de pouvoir travailler l'après-midi avec une porte qui donnera sur l'extérieur, le matin à l'intérieur du marché. Voilà, ça sera quelque chose de totalement novateur. On a pris un peu ce qu'il y avait de mieux qui se passait un peu partout. Et donc voilà. Donc ça, c'est un des investissements qui va partir cette année, qu'il va falloir payer. Hein. C'est beaucoup d'argent. Ça sera 12 ou 13 millions d'euros. Alors on aura des subventions, certes, mais de toute façon, nous sommes obligés de refaire ce parking, ce marché qui n'est plus aux normes, et le parking de dessous, vous savez qu'il y a quelques désordres et qu'il va falloir aussi réparer dans le même laps de temps, faire en sorte le plus rapidement possible de pouvoir rouvrir ce parking de l'abbaye. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'investissements. Il y a aussi sur la ville l'ouverture d'ici fin d'année. Il y a aussi une question, c'est pour ça, qui m'a été posée sur le mur d'escalade. Vous savez que voilà quelques années, là aussi ça a été long, hein, l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul des Prés-Saint-Jean que nous avons racheté, qui était désaffectée, et dans laquelle nous allons installer, nous sommes en train de le faire, un mur d'escalade de niveau, alors pour le coup national, avec l'aide des fédérations et autres, et donc qui va voir le jour d'ici fin de cette année. C'est aussi un des projets qui va être porté. Il y a aussi l'hôtel de police municipale hein, qui va être fait à l'ancien emplacement, le bâtiment en verre dans la cour de la Caisse d'Épargne, juste à côté de la mairie, là, qui est vide, qui est une friche. Il y a aussi de mémoire le guichet de mairie prime qui va être fait pour mieux accueillir, j'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, mieux accueillir les usagers du service public. Voilà, et puis il y a le stade Pujason dont on va refaire la piste. Il y a des travaux bien sûr sur le sport, sur la culture, la verrerie, le pôle national des arts du cirque que nous allons devoir refaire incessamment sous peu. Et puis bien sûr nos écoles, hein, je le dis puisque je vois une question arriver sur nos écoles, sur lesquelles nous allons investir cette année encore plus d'1 million d'euros pour les maintenir dans le meilleur état de fonctionnement, et puis aussi pour commencer un nouveau restaurant scolaire à la montée de Sioule, vous savez, pour éviter, il y a plein de questions qui arrivent, c'est très bien, à la montée de Sioule pour éviter justement aux élèves de prendre les bus un peu trop souvent. Alors, justement, on parle des écoles. Je vois, bonsoir Monsieur Rivel, nous sommes l'APE de l'école Louis Pasteur, nous avons sollicité par mail et par téléphone une conséquence de sectorisation et par conséquence la perte d'une classe. Voilà, alors effectivement, puis en plus, c'est un sujet dont on m'a saisi samedi matin dernier au marché. Alors, c'est pas totalement ça, hein, me semble-t-il. En fait, pour vous expliquer, il y a 4 ans, pour des raisons justement de praticité, nous avons regroupé 2 écoles maternelles. C'est Nadine Worms et l'école maternelle. C'est Nadine Worms et l'école maternelle qui a fermé, hein, celle qui était de rue Pasteur. Donc du coup, on a resectorisé cette école maternelle qui n'en fait plus qu'une. Mais du coup, le secteur de cette école maternelle se sépare en deux après l'école maternelle, entre l'école Mistral du cœur de ville et l'école Pasteur de la Grande Rue Chamboulin. Alors c'est vrai que la sectorisation peut, comme toute sectorisation d'ailleurs, peut paraître un peu bizarre, puisque en fait, quand on est Grand Rue Jean Moulin,
tous celles et ceux qui habitent avant la rue du commandant Audibert, en allant vers le nord, la Grand Combe. Ceux-là sont renvoyés sur l'école Mistral, et celles et ceux qui habitent après la rue du commandant Audibert vers le Pont-Vieux sont envoyés à l'école Pasteur. Alors, c'est vrai que l'école Mistral, je rappelle, a été totalement rénovée il y a 3 ans, et cette école, après les travaux, a subi effectivement une perte d'enfants. Donc, on a évité, mais on n'a pas changé pour autant les secteurs, je vous rassure, on a évité les transferts, ce qu'on appelle les dérogations d'une école sur l'autre pour faire en sorte de relancer l'activité de l'école Mistral. Ce qui a fonctionné, on a fait des flyers, on a vu les familles du secteur, pour pousser ces familles à aller vraiment à l'école Mistral pour sauver les classes. J'en profite pour dire que je me suis battu au niveau de l'agglomération, d'ailleurs, à la demande de beaucoup de communes, pour essayer de faire en sorte de sauver le maximum de classes. C'est une nécessité, notamment dans les zones rurales, mais également en ville, parce que je suis très attaché aux écoles de quartier, et je pense très important de pouvoir susciter les écoles. Pour autant, je le dis, on ne fabrique pas des enfants. Hein. Les enfants, en fait, soit ils habitent ou pas dans le quartier, parce que les parents ont fait le choix d'habiter ou pas dans le quartier. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers, et longtemps le cœur de ville, les familles ont quitté le cœur de ville à une époque, et ce sont les personnes plus âgées qui sont venues habiter dans le cœur de ville. Moi, j'ai une volonté forte, c'est de faire revenir les jeunes familles dans le cœur de ville. C'est pour ça que nous faisons la rénovation urbaine. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur l'avenir de l'école Pasteur, parce que les travaux qui s'engagent aujourd'hui, alors qui, j'en ai parlé la dernière fois aussi, qui semblent prendre du temps, et pourtant je vous garantis qu'on est dans les temps de ces travaux, et qui seront terminés au premier trimestre 2025, avec la création de la rue Jardin, avec la restructuration des bas d'immeubles. Donc j'espère, la restructuration aussi d'appartements, j'espère que les familles et les jeunes familles vont revenir au cœur de ville. D'ailleurs, j'ai croisé une famille avec 6 enfants l'autre jour qui cherchait à se loger, et donc il se trouve qu'il reste des T6 en cœur de ville, Grand Rue Jean Moulin, et donc ils sont très intéressés pour venir habiter ce T6. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire 6 enfants aussi pour nos écoles. Donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. On va tout faire pour éviter la perte d'une classe, mais il ne semble pas. Alors on m'en a parlé samedi, hein, auparavant c'est pas moi qu'on avait saisi pour cette affaire, donc j'ai regardé, nous sommes mardi, hein, donc j'ai demandé au service une étude fine sur cette affaire-là, et on va regarder précisément comment faire pour sauver cette classe. Ne vous inquiétez pas, nous voulons que l'école Pasteur puisse se conserver ces classes, et nous ferons le maximum. Mais c'est pas aussi simple qu'on m'avait dit, c'est tout simplement cette sectorisation, elle est pour l'école Pasteur et l'école Mistral. Et en fait, pourquoi? C'est parce que les maternelles ont été regroupées. Et donc, c'est un grand secteur pour les maternelles. Mais s'il y a peu d'enfants en maternelle, il ne faut pas se tromper. Il y aura peu d'enfants en primaire dans la suite. Hein. Et donc, là-dessus, c'est vrai aussi que, voilà, moi, je vais être grand-père, certes, mais mes enfants, ça fait longtemps qu'ils sont plus à l'école. Et donc, là-dessus, je ne peux pas faire grand-chose à ce niveau-là, mais on va tout faire pour pouvoir aider à sauver cette classe. Je vous le garantis. Je reviendrai vers vous prochainement pour voir un peu ensemble comment on peut faire les choses. En tout cas, c'est un des sujets qui me préoccupe comme d'autres. Priscilla, bonjour, pouvez-vous me dire si les taxes foncières augmenteront cette année? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taxes foncières, donc elles n'ont jamais augmenté depuis 20 ans. Je le rappelle, les taxes foncières. La TOM a augmenté l'année dernière, certes, c'est pas la taxe foncière, et je vous l'avais expliqué pour quelles raisons. Et heureusement qu'on a fait ça, parce que vu les taxes nouvelles que nous met l'État, ce qu'on appelle la TGAP, c'était malheureusement nécessaire, sinon il aurait fallu prendre d'autres décisions plus drastiques. Par contre, pour être clair, chaque année, vous savez que la loi de finances décidée par le gouvernement réévalue ce qu'on appelle la valeur locative de nos logements. Et cette réévaluation fait que mécaniquement, on paye chaque année un peu plus d'impôts fonciers, mais pas par une décision municipale ou communautaire, mais par une décision de l'État qui réévalue chaque année, en fonction de l'évolution de l'inflation notamment, le coût des taxes foncières. J'ai dit tout à l'heure, il faut bien entendre que la collectivité est soumise comme les ménages à l'inflation, et donc nous avons besoin aussi, pour maintenir nos politiques publiques, de pouvoir suivre aussi comme tout le monde. Voilà. Donc il va y avoir cette augmentation
de la part de l'État pour toutes les collectivités de France, pas pour Alès ni Alès Agglomération, des valeurs de cette taxe, ce qu'on appelle la valeur locative, qui nous permet, avec un taux que nous fixons, nous, et qui est identique, je le redis, l'impôt à payer. Je rappelle, madame, que nous ne payons plus de taxes d'habitation. On l'oublie trop souvent, et je ne fais pas la pub de l'actuel gouvernement, loin s'en faut. Pour autant, quand il y a des bonnes choses, on les prend. En tant que particulier. Pour les collectivités, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour les particuliers, on a tous économisé ça. Donc, taxe foncière figée, taxe d'habitation économisée, on a donc gagné tous et toutes, enfin pour ceux qui l'ont payé, c'est-à-dire plus de 60% des ménages alésiens, on a tous gagné quasiment la moitié de nos impôts locaux. Depuis 2 ou 3 ans. Ça dépend, suivant ses revenus. C'était il y a 3 ans, il y a 2 ans ou l'année dernière. Et donc voilà, nous payons, seuls les propriétaires de résidences secondaires payent une taxe d'habitation. Et ça, c'est tout récent. Hein. Donc voilà, donc rassurons-nous, c'est vrai que la valeur locative va augmenter, voilà, mais globalement, je le redis, nous ne payons plus de taxe d'habitation. Donc au global, malgré la hausse de la TOM l'an dernier, tout ça, nous payons beaucoup moins d'impôts locaux depuis 2 ans, individuellement et collectivement, qu'il y a longtemps. Pour vous dire aussi, pour vous expliquer comment on est compensé pour avoir les mêmes argents, l'État nous reverse une fraction de la TVA. D'accord? Que nous payons dans nos achats, que tous les Françaises et les Français payent, tous les consommateurs, les touristes et autres, et qui sont reversés pour partie à nos budgets. Oui, Madame Terre, moi je reviendrai là-dessus, mais vous avez raison, ce que je vous expliquais, la sectorisation, c'est globalement d'un côté de la rue commandant Audibert et de l'autre côté. Et donc, suivant le numéro pair et impair, effectivement, on peut être dans un secteur ou l'autre. Pour les fratries, d'ailleurs, quand on déménage d'un côté ou l'autre, il y a bien sûr des dérogations pour que les fratries ne soient pas séparées. Après, il y a cet enjeu de non-fermeture de classe, donc il faut équilibrer. Et ne pas fermer à Pasteur, il ne faut pas que ça fasse fermer à Mistral. Voilà, il faut qu'on règle intelligemment, mais on y travaille. Donc Madame Ba, j'espère avoir répondu. Donc ça, nous n'augmentons pas les impôts locaux cette année, ni la TOM d'ailleurs, ni les taxes foncières, et plus de taxes d'habitation. Marie-Laure Michel, en ce qui concerne les transports, pensez-vous, ça a disparu mon écran, ça y est, c'est revenu. Pensez-vous le développer, par exemple, est-il la possibilité que ce soit créé une liaison reliant les communes plus au sud de l'agglo jusqu'à l'est? Là, c'est pareil. Depuis 2 ans, j'ai considérablement développé, et je l'avais exprimé ma volonté, le transport du quotidien. Donc création de navettes supplémentaires entre les communes de la périurbanité, principalement c'est vrai, mais pas que non plus, et la ville-centre, création d'une ligne supplémentaire de Saint-Jean-de-Serre pour aller jusqu'à Alès, donc et densification de certaines lignes. Il y a des lignes, donc je ne sais pas, vous parlez du sud, donc je ne sais pas, les plus au sud, est-ce qu'on parle de Brignon, est-ce qu'on parle de Cruvier, je ne sais pas. Là, ce sont des communes, effectivement, où on développe les transports en commun en fonction de l'usage des bus. Le transport coûte excessivement cher. Nous arrivons aujourd'hui à globalement équilibrer ces 15 millions d'euros chaque année que nous mettons dans le transport en bus, avec le syndicat mixte des transports. On met 15 millions d'euros, il faut juste savoir que sur ces 15 millions d'euros, les usagers des transports, dans les abonnements, les tickets, ne payent que 10% de ces 15 millions d'euros. C'est-à-dire que 90% sont payés par d'autres que les usagers. Donc par la collectivité, par les impôts, par les entreprises, à travers le versement de transport, on appelle maintenant le versement mobilité, et les usagers ne payent que 10%. Mais le problème, il est très simple. Moi, je n'invente pas l'argent, j'ai pas de machine à billets malheureusement dans la cave et une fois de plus, je peux pas emprunter pour faire du déficit de fonctionnement. Donc, si on veut développer les services, automatiquement, il faut trouver des ressources supplémentaires pour payer ces services. Comment fait-on pour développer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure? Tout simplement dans la négociation de l'ancienne DSP, au moins la négociation, j'ai réussi à négocier quasiment une baisse de plus d'1 million d'euros le contrat. Et ce million d'euros, j'en ai pas fait l'économie, je l'ai réinvesti sur le développement de nouvelles lignes. C'est-à-dire qu'à ISO-coût, c'est-à-dire par rapport à l'ancienne DSP, la nouvelle DSP m'a permis de développer complètement ça. Et puis, à côté des bus, parce que j'aimerais beaucoup, mais les territoires à taille humaine comme les nôtres, c'est une véritable problématique, les transports. Il faut être clair, on n'est pas les métropoles avec des tramways, avec des métros, on n'a pas les moyens. Nous avons développé
tout de même ces transports et nous avons mis en place notamment, et ça se développe pas trop et je le regrette, le covoiturage public. C'est un nouveau mode de transport en commun, c'est-à-dire sur des lignes de covoiturage gérées par Allez-y. Allez-y en covoiturage à travers une application. On peut organiser du covoiturage comme on monte dans un bus et on peut organiser du covoiturage pour le prix d'un bus. Alors pour l'instant c'est gratuit pour le covoiturer. Hein. Un jour, il faudra sûrement payer. Quand on dit payer, c'est pas 10 € la course, c'est pas un taxi, mais et le covoitureur, lui, ben, il reçoit une indemnisation pour avoir transporté quelqu'un. Donc on travaille, ça marche pas comme je souhaiterais, et on travaille aujourd'hui au développement de ce système de covoiturage pour essayer de l'améliorer un peu. Mais c'est une des solutions pour celles et ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion pour pouvoir venir vers à l'est principalement, puisque nous comment dire, le transport se fait vers la ville-centre. Donc voilà. Et ce système vient en complément du bus. Je le dis aussi, hein, faut bien l'entendre. Le covoiturage public que nous mettons en place n'est pas à la place de bus. On développe les bus autant que faire se peut avec les moyens, et puis après on rajoute le covoiturage. Mais là aussi, il faut bien entendre que le contrat de bus, il a pris aussi cher cette année. Les coûts de l'inflation, les coûts du carburant qui explosent. Là aussi, on vient d'avoir des dépenses supplémentaires. Donc oui, j'aimerais beaucoup, je suis, vous le savez, un grand défenseur des mobilités, et notamment des mobilités en commun, pour que ce ne soit pas un frein aujourd'hui pour habiter dans notre ruralité. Il faut inventer des nouveaux modèles. C'est un peu le sud ingénieux pour mettre en place ces mobilités. Malheureusement, là aussi, nous n'avons que 14 millions d'euros pour développer ça. Et là, je trouve aussi, très sincèrement, qu'il y a un traitement très différencié des territoires. Quand j'entends le président de la République nous expliquer qu'on va mettre des RER dans les 10 grandes métropoles, donc investir des milliards d'euros dans les grandes métropoles et qu'on ne fera rien pour les territoires à taille humaine, ça me met les glandes. D'accord? Je veux dire, c'est toujours la même chose, c'est toujours tout pour les gros, et nous, les moyens ou les petites communes, ben, et on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc ça ne peut pas durer, et c'est un de mes combats que je mène avec l'Association de l'intercommunalité de France, pour faire reconnaître à notre juste valeur nos territoires à taille humaine, où le fait bon vivre, et où on peut tout faire. Il nous manque quelques éléments, comme le transport, développer un peu de transport. Alors, on ne fera pas de métro à l'est, hein, je vous rassure, c'était un poisson d'avril l'année dernière, j'avais proposé ça, mais on a plein d'idées pour essayer de développer Alors, vous êtes de Castelnau-Valence, donc effectivement, ben, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien en projet de développement. Pour autant, je le dis aussi, s'il se trouve que tout d'un coup, il y a beaucoup de demandes vers Castelnau et les communes qui suivent, moi, je suis prêt à tout, hein, j'ai pas de souci avec ça. Alors, d'autres questions aussi, parce que je vois l'heure, vous voyez, je m'étais dit, quelle heure il est? Il faut que je surveille, parce que j'ai dit 1 heure. Mais vous voyez, il y a plein de questions hyper intéressantes. Je les regarde, celles qui arrivent, ou les commentaires. Bon, il y a des questions sur l'énergie, le carburant et augmenter, quel coût supplémentaire cela représente pour vos budgets. Ça, j'ai déjà répondu tout à l'heure. J'ai répondu un peu dans la présentation. Globalement, retenez ces 4 millions d'euros de plus pour l'agglo et 2 millions pour la ville. Jetez à la poubelle. Paf, on les balance. C'est un peu exaspérant. Certaines enseignes ont fermé en centre-ville. Était prévu d'installer d'autres boutiques à la place afin d'apporter de l'attractivité. C'est une bonne question également. Alors, là aussi, c'est un sujet un peu complexe. Je le dis, j'affirme, quand on regarde les chiffres de la vacance dans l'hypercentre de la ville d'Alès, nous sommes très en deçà, la vacance, c'est-à-dire les boutiques vides, nous sommes très en deçà des autres communes identiques ou de la même strate qu'Alès. C'est pas pour ça qu'il faut se réjouir. Mais c'est quand même un constat. Aujourd'hui, nous avons un commerce de cœur de ville hyper dynamique et qui a plutôt tendance aujourd'hui, malgré la difficulté, et nous sommes à leur soutien, de pouvoir se développer. Pour autant, vous avez raison, il se trouve que là aussi, au niveau national, il y a quelques franchises, Pinky et d'autres, qui ont fermé. Ça fait des boutiques vides. Le problème étant, c'est que nous avons des porteurs de projets. Nous avons d'ailleurs, on me dit qu'il y a 2 franchises qui arriveraient sur Alès, mais je ne connais même pas le nom, je ne peux même pas vous le dire. Il y a quelques boutiques, mais le problème, il faut savoir que dans les cas des liquidations, il y a certains, aujourd'hui, locaux commerciaux vides qui ne sont pas relouables tant que les problèmes de liquidation judiciaire n'ont pas été réglés.
Alors ça, c'est handicapant. Vous avez vu l'ancien France Loisirs, ça y est, il y a quelqu'un qui a pu, après quelques longs mois d'attente, reprendre le local, donc il va y avoir une activité qui va s'y développer. Et donc petit à petit, les boutiques, aujourd'hui, vont être reprises. Je ne suis pas hyper inquiet là-dessus. Je profite pour dire que, et c'est aussi une bonne nouvelle, et j'appelle vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent, ou de venir soutenir le commerce de cœur de ville, ici principalement sur Alès, parce que c'est le plus gros commerce de territoire, mais aussi dans nos communes rurales, aussi à Anduze, aussi à la Grand-Combe, aussi à Saint-Jean-du-Gard, aussi à Vézénobres, aussi enfin dans toutes les communes où il y a un commerce de cœur de ville, c'est essentiel à une qualité de vie d'un territoire. Donc voilà, donc on travaille sur ces boutiques, il n'y en a pas tant que ça de vide, mais on essaie de poursuivre leur développement. Dernier petit chiffre, vous savez que nous avons en place un système, comme toutes les villes de France, qui a été mis en place par je crois, la Chambre nationale de commerce et d'industrie, c'est-à-dire on regarde le flux, c'est-à-dire le nombre de personnes qui concrètement passent en ville. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième commune de plus de entre 20 000 et 100 000 habitants de la région en termes de fréquentation du cœur de ville. 17 millions de personnes. On a une augmentation par rapport à l'avant-Covid de 8% de fréquentation du cœur de ville. Donc il y a des gens qui viennent en ville, il y a tout pour venir, les parkings sont gratuits ou quasiment gratuits, hein, moins de 2 heures c'est gratuit, voilà, pour aller commercer, il y a des équipements magnifiques, il y a tous les services publics que nous avons fait le choix de remettre en ville, il y a les bus qui arrivent, il y a les navettes gratuites en cœur de ville, voilà. Donc oui, ce cœur de ville est attractif et je suis assez confiant sur le fait que des boutiques rouvriront au maximum. Alors, pouvez-vous mettre un trottoir à l'arrêt lumière de bus en face d'Intermarché Les Allemandes? Bon, là, pourquoi pas? Là, j'ai pas en tête les dimensions. Je vais le faire regarder par les services, on vous répondra, Noélie. Et donc, on regarde si on peut, bien sûr. Alors, on a aussi un plan de déploiement justement de tous ces abribus, l'accessibilité. Tout ça, c'est important. Vous avez vu que nous avons inauguré un nouveau fourgon en accessibilité pour le GIHP, donc le transport des personnes handicapées. On essaie de travailler sur tout ça. Que compte faire la mairie d'Alès pour lutter contre les vitesses excessives des véhicules avenue d'Anduze? Alors Jean, je veux dire, ça c'est un sujet, je crois depuis 30 ans, je l'entends. Les solutions sont un peu compliquées, je ne vais pas vous mentir. D'une part, bah, il y a le département, c'est une départementale, il y a la ville, alors on essaie de mettre en place des systèmes. Les dodanes, ça fonctionne pas, il y a des bus, des choses comme ça, il faut savoir que c'est très contraint, hein. On fait pas ce qu'on veut, hein, sur les routes, surtout les routes départementales ou nationales, par les routes communales, et encore, même ce qu'on appelle les dodanes ou les gendarmes couchés, ils ont une norme qui fait que par rapport aux deux roues, par rapport au bus, c'est très compliqué. Vous voyez que maintenant on développe au Rieux, par exemple, on met en place des chicanes. Hein, donc qu'est-ce que c'est une chicane? Ben, ça veut dire qu'on laisse passer qu'un sens de circulation, donc on freine, on ralentit. Voilà. Sur la route d'Anduze, vu sa situation, comme c'est une départementale et qu'il y a des transports de transit, c'est difficilement possible. On en discute depuis longtemps. On l'a fait sur la route de Saint-Jean-du-Pin, on a essayé de mettre des outils. C'est une question récurrente de la part. Il y a deux éléments forts. Moi, je vous engage quand même, tout un chacun, quand vous êtes au volant, à regarder la vitesse à laquelle vous roulez. Hein. Nous roulons, hein, je me mets dedans d'ailleurs, en ville. Et c'est vrai on doit tous faire un effort. Et après, de regarder ce que ça fait quand on est sur le trottoir et que nous roulons à nos vitesses. J'ai fait beaucoup de tests, je peux vous garantir que vous seriez surpris de voir à la fois le différentiel quand on est dans une voiture et qu'on roule, on s'aperçoit pas du tout ce que ça fait pour un piéton, et quand on est piéton, on voit la chose à l'envers. Donc c'est aussi beaucoup de civisme. Je peux pas mettre des policiers municipaux partout, des radars partout. Ben, c'est pas comme ça que je conçois la vie. Hein. Moi, je me lève pas le matin pour sanctionner, pour mettre des PV. Il y a du civisme, il y a des aménagements qui poussent au civisme, et puis de temps en temps, il y a des opérations quand même de contrôle. Et c'est un tout aujourd'hui, et donc on va essayer de refaire un effort pour essayer de faire en sorte que les gens... mais c'est quand même un peu hallucinant que nous devions en permanence devoir menacer, sanctionner. Moi, je crois plus à la liberté de vivre, mais surtout en protégeant les autres. Donc tout ce qui est excès, c'est pareil pour le bruit, c'est pareil pour toutes ces incivilités qui nous pourrissent la vie au quotidien et pour lesquelles nous sommes très souvent sollicités. Nous essayons de faire. Alors, je ne vais pas vous mentir, on peut pas tout régler malheureusement. On essaie de faire au maximum. Quand même pas si mal que ça quand on se compare, on se rassure, comme dit le proverbe, même si on peut toujours mieux faire, et on essaiera. Toujours sécurité Geneviève par mail, sécurité piéton non assurée, rond-point du cratère, trottoir occupé, terrasse, café non délimité, moto garée, poubelle, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison Geneviève, sauf que là, alors là c'est un peu différent de l'avenue d'Anduze, c'est que là nous sommes dans ce que nous appelons les zones partagées, c'est 20 ou 30 à l'heure. Et dans les zones partagées, c'est le code de la route,
pas moi qui fais le code de la route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage protégé, en fait, c'est le piéton qui est prioritaire partout. La voiture, c'est l'intrus des zones partagées. Donc, dans tout le cœur de ville, la voiture, elle doit s'arrêter pour les piétons, elle doit passer, elle doit pas rouler vite, pas faire de bruit pour la voiture ou la mobilette. Et donc, le piéton est prioritaire et le roi, en cœur de ville, le piéton, puis le vélo. Puis la voiture, qui n'est pas exclue, parce qu'il nous faut des voitures aussi, hein, tant qu'on n'a pas de métro hein, ou de tramway, on aura des voitures. Donc voilà, comment bien vivre ensemble. Et donc après les terrasses, c'est vrai, c'est quelque chose. Mais les terrasses, enfin, moi je me régale, le printemps arrive, voir tous ces gens en terrasse qui boivent un coup, qui dissertent et qui rigolent, et ces jeunes qui s'amusent, c'est génial. Donc on essaie d'être, comment dire, nous essayons quand même d'être assez réglo sur la limitation des terrasses. Et donc si je vais regarder au cristal notamment, mais pour moi, il est. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu pas très large, mais on essaie de faire au mieux pour conjuguer animation et puis bien sûr piéton. Et ouais. S'il n'y avait pas de terrasse, vous imaginez comme ça serait triste la ville d'Alès. Il n'y en avait pas en 90, il n'y avait pas de terrasse hein, quand on est arrivé. Et aujourd'hui, ça commence à aller. Alors parfois, il y a aussi des ennuis avec les terrasses. Nous sommes d'accord. Estrella venait sur le quartier de Bruges, vu les incivilités des propriétaires et que des retraités, pour ne citer que ces personnes, quartier qui devient synonyme de nuisance répétée. Alors, Estrella, je comprends pas trop votre question, donc vous semblez dire que les retraités créent des nuisances à Bruges. Bon, je pense qu'on va prendre contact avec vous, c'est sur Facebook que vous m'avez pour voir un peu précisément ce que vous voulez, mais on va aller voir. S'il faut gronder les retraités, on va gronder les retraités. Voilà. On prendra contact avec vous hein, pour voir un peu plus précisément votre question. Alors, Slim, que allez-vous faire pour les passages piétons, la vitesse, les accès aux personnes à mobilité réduite, les trottoirs qui souvent inexistants ou mal faits, et les parcs centre-ville, les Colombiers. Ouh là, il y a du taf. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que je vais pas vous mentir, tout n'est pas parfait. Mais d'où vient-on? Et aujourd'hui, tout le cœur de ville, avec les espaces partagés dont je parlais tout à l'heure, globalement, sont accessibles. À chaque fois que nous refaisons une place, qu'on arrive là où c'est possible à supprimer les marches pour entrer dans les magasins, pour là où on évite les trottoirs, il n'y a pas de problématique pour les mobilités réduites, pour les poussettes, pour les personnes plus fragiles, donc tout ça. Pour les autres trottoirs, c'est vrai que parfois dans certaines rues c'est pas très simple. Il y a des largeurs minimum aujourd'hui pour la circulation, notamment pour l'accès pompier. Et à partir de ce moment-là, comme on va pas démonter des maisons, parfois c'est vrai que les trottoirs sont pas assez larges. Pour autant, on a un plan chaque année, on met 200 000 à 300 000 euros pour refaire les trottoirs. Alors c'est vrai qu'il y a des centaines de kilomètres de trottoirs et j'ai le sentiment qu'on peut pas passer partout tout le temps et puis quand on finit, il faut recommencer. Voilà, mais on travaille sur les candélabres, sur les poteaux, sur tout ça pour faire en sorte partout où c'est possible de pouvoir diminuer et rendre plus accessible. Il y a encore du taf, on vient de loin. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a encore à faire, mais heureusement aussi, parce que sinon on s'ennuierait. Mais bien sûr que ça fait partie aussi de nos choix politiques. J'étais présent lors de l'inauguration de la maison. J'ai parlé de la maison des aidants. Merci beaucoup pour cet équipement. J'ai entendu que vous avez créé un groupe de travail pour organiser des solutions contre les déserts médicaux. Qu'en est-il plus précisément? Alors, je ne sais plus si je l'ai dit sur Facebook Live. Donc, en 2020, j'avais pris la décision d'organiser des états généraux de la santé. Il y a eu le Covid. Donc, j'ai remis à plus tard ces états généraux, les soignants étant suffisamment occupés. Donc là, je vais lancer en juin ces états généraux de la santé qui, dans un premier temps, entre tout le personnel de santé du bassin mobilisé avec les EDA et d'autres médecins, les élus des territoires qui connaissent parfaitement les problématiques de santé de leur commune et les administrations, parce que c'est eux qui payent. Donc pour essayer de mettre en place collectivement un modèle idéal de santé. Alors je le dis aussi, je le redis, je ne vais pas fabriquer des médecins. Pas ni ma compétence, ni d'ailleurs dans 10 ans on verra un jour. Ça c'est le rôle de l'État. Il faut qu'il se débrouille pour libérer le numerus clausus. Moi je vais faire en sorte qu'aujourd'hui on organise avec le personnel médical présent, faire venir de nouveaux médecins, des internes, tout ça, donc ces conditions d'accueil, et puis aussi répartir harmonieusement, faire des maisons de santé, faire des cabines médicales là où il n'y a pas de maison de santé, mettre des bus pour aller au territoire. Je ne veux pas tout révéler aujourd'hui parce qu'on n'a pas travaillé encore, j'ai plein d'idées. Donc on va travailler là-dessus. Ensuite, ce modèle, je vais le faire valider par les services de l'État, l'ARS notamment, et puis après, nous chercherons les financements pour le mettre en œuvre, pour essayer d'améliorer. Alors, je suis très clair, on ne va pas passer d'un futur désert médical comme toutes les régions de France, dans toutes les régions de France,
vont le devenir, on l'est pas encore, mais à la vitesse où ça va, on va le devenir, à l'opulence de médecins, hein, ça va pas être ici comme ailleurs, mais par contre, on peut améliorer en s'organisant mieux, en travaillant les uns avec les autres, on pourra optimiser. Je dis quelque chose de simple qu'on a du mal à faire passer au service de l'État, c'est pourquoi aujourd'hui ne pas consacrer plus de temps médical aux médecins en leur enlevant tout la paperasserie, l'administratif, l'accueil, voilà, pourquoi pas travailler avec les infirmières pour faire, voilà, il y a plein de choses à faire qui peuvent permettre d'optimiser le personnel aujourd'hui, en liaison bien sûr avec l'hôpital, la clinique Bonnefond, voilà, il y a un énorme chantier, hein, on travaille sur le bilan du territoire, là, et après on va se développer, donc c'est vrai, ça va commencer en juin, le rendu sera en octobre, et je vais faire en sorte que voilà, superbe projet, JP, Patricia et Pierre sur Facebook. Bonsoir. Vivement les vraies pistes cyclables convergentes sur Alès, à partir d'Anduze, Vézénoble, la Grand-Combe, Saint-Amour. Bravo, nous sommes en demande de pistes cyclables, Alès, Ribot, les tavernes et Ribot, les tavernes sur Vézénoble, Saint-Hilaire. Mais ça aussi, c'est un élément, on parlait de mobilité. La mobilité sur les pistes cyclables, c'est important, donc on le développe. On va mettre un plan de 12 millions d'euros, hein, financé avec l'aide de la région, du département et de l'État. Donc j'ai fait valider ce plan déjà. Alors ce plan vélo, il est simple. Il doit permettre d'aller sur le trajet domicile-travail dans un premier temps. Donc de quoi il s'agit? Vous savez que les études sont très claires. Pour prendre le vélo pour aller travailler aujourd'hui, il faut d'avoir moins de 7 km à faire, même à assistance électrique, c'est-à-dire à peu près une vingtaine, 25 minutes de déplacement. Au-dessus, on ne va pas travailler, à part quelques exceptions, on ne va pas massivement travailler en vélo. Ça, c'est dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme le travail est principalement sur Alès, 55, il me reste 5 minutes, eh ben, on va faire des pistes cyclables qu'on va amener sur Alès, et puis on va développer par ailleurs les voies vertes. Là aussi, il y a un plan avec le département qui se met en place, et donc on va travailler. Alors, vers Vézénoble, il y a déjà des projets qui sont en développement, il y a quelques pistes cyclables, après il faut les connecter. C'est beaucoup d'argent, 12 millions d'euros rien que pour les communes de la périurbanité. On va commencer dès cette année, je l'espère. Nous, en tout cas, on est prêts. On va voter une délibération au prochain conseil communautaire. On va partir de Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Martin, Alès, Parc-Camon. Et puis après, on ira sur Saint-Hilaire, on remontera, puis Saint-Jean-du-Pin, puis Saint-Christol, Saint-Privat-des-Vieux, Salindre, Rousson. Voilà, toutes ces pistes vont permettre et on devrait diminuer la position de la voiture sur Alès. Il me reste très peu de temps. J'ai encore plein de questions, vous voyez, du coup. Alors, Léo sur Twitter, on est où du projet reliant le rond-point de l'avenue Carnot à la Prairie? Ah, le projet du pont, oui. Alors, ben là, on travaille, c'est très compliqué. Faire un pont dans une rivière, bouh, vous imaginez pas. Donc, il y a plein d'études. Après, il y a le problème de l'empreinte sur la rivière, la pile, comment on fait, une pile, deux piles, à quel endroit on le fait, les trucs. Donc, tout ça, c'est du travail. Très sincèrement, on va pas se mentir aussi. C'était dans notre projet pour Alès, on le revendique et on sait qu'il nous en faudra un. On a eu 2 années et demie de Covid qui nous a pas fait prendre beaucoup d'avance sur tout ça. Hein. Donc, très sincèrement, le pont, ce n'est pas la priorité pendant le Covid, avec tout ce qu'il y a eu à faire. Donc, il y a eu un peu de retard, mais c'est pas oublié, c'est pas passé. Après, toutes les études de trajet, de circulation sont en cours pour essayer comment dire, pour essayer de voir où il peut être mieux. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Et si oui, comment on va le faire? D'autant, vous l'avez vu, quand on a refait le pont de Resca, enfin le département en l'occurrence, qu'on a fermé le pont de Resca, la catastrophe. Et un jour, nous allons devoir refaire celui de la Prairie. Je vous en reparlerai, mais imaginez le BINS, parce qu'ils s'usent les ponts, et puis on va pas laisser le pont s'écrouler. Donc là, le jour où on va devoir le refaire, aïe, 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 outre le prix que ça va coûter, ça va quand même pas mal nous perturber. On va arriver au bout de l'heure. Alors, je prends une dernière question. Il y en a, vous voyez, je pensais l'IA sur Twitter, n'avez-vous pas de pouvoir vis-à-vis du manque d'effectifs criant au commissariat et donc un climat délétère jusque dans le centre-ville depuis plusieurs années, tout en sachant que les mutations y sont refusées car d'autres commissariats sont favorisés. Alors, oh là, question importante et ô combien d'actualité. Bien sûr que si, que nous sommes intervenus depuis de nombreuses années. Alors, parfois nous avons eu gain de cause, parfois non. Là, nous avons eu gain de cause de 2 policiers, c'est pas suffisant. On a des effectifs qui sont pourvus, mais les personnes ne peuvent pas être là pour certaines d'entre elles. Donc, effectivement, c'est compliqué. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai poussé un cri une gueulante pour exiger quand même notre juste dû. Donc, j'en ai parlé au ministre de l'Intérieur la dernière fois que nous nous sommes croisés. Nous nous positionnons, nous faisons du lobbying pour ce faire. C'est pour ça que sur la ville d'Alès, par exemple, nous avons une grosse police municipale qui vient suppléer la police nationale. C'est pas une bonne chose, mais c'est une nécessité.
Et je crois pouvoir dire que quand même les actions sont assez bien coordonnées, même si je souhaite que la police nationale se développe. Je le dis, vous avez vu aujourd'hui, j'avais obtenu quelques renforts supplémentaires hein, pour gérer l'actualité locale, les manifestations. Fort légitimes qui se déroulent en ce moment et pour protéger d'éventuels fauteurs de troubles, nos manifestants pacifistes, ben voilà, il a fallu aussi faire appel aux forces de l'ordre que je soutiens, je le redis, et qui sont nécessaires. Tout le monde m'en demande, des policiers. Nous, on a fait notre taf, hein, puisque j'ai créé une police rurale pour l'agglomération, et la police municipale d'Alès a eu une dizaine d'éléments de plus ces 3 dernières années. Voilà. C'est quand même pas là aussi nos premières dépenses, mais c'est un choix politique suite aux nombreuses demandes pour être présent rapidement et pour permettre au mieux de sécuriser ce territoire malgré tous les problèmes que nous avons. J'ai mis d'ailleurs en place aussi un CILSPD, un Conseil intercommunal de prévention et de sécurité, de prévention de la délinquance et de sécurité, qui permet de travailler ensemble avec tous les acteurs de la sécurité, de la prévention, les collèges et lycées, pour essayer de prévenir pour éviter avoir à guérir ultérieurement. Mais tout ça, c'est très complexe. On vit dans une société compliquée. Hein, les tensions sont de plus en plus nombreuses. Mais là aussi, même si c'est toujours trop, notre territoire est quand même un peu plus protégé que certains autres en matière d'insécurité. Ça ne veut pas dire que tout y est bien. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Je dis pas qu'ici c'est voilà, mais voilà, on a beaucoup de problèmes dans ce qu'on appelle les violences intrafamiliales et on y travaille beaucoup. C'est très complexe la violence intrafamiliale. Dans les cambriolages, on a des taux importants, mais on est quand même là aussi sur des chiffres qui sont inférieurs à beaucoup d'autres villes équivalentes du sud de la France. Il faut aussi en être clair. Oh là, il est 20h, ça sonne devant chez moi. Alors je regarde l'heure exactement parce que tac 20h. Voilà. Écoutez, j'essaie de vraiment tenir le temps. Vous voyez, il y avait encore plein de. Je peux passer plusieurs heures à parler avec vous. Et puis en plus, j'aime beaucoup ça. Je veux vous remercier pour celles et ceux qui ont eu le courage de rester toute cette heure à m'écouter. Je peux concevoir aussi que c'est un peu long. Vous pouvez revoir tout ou partie de ce Facebook Live, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, autant de fois que nécessaire. On va essayer d'améliorer pour avoir des petits bouts coupés. On va essayer de faire de petits montages pour qu'on puisse aller voir quelques séquences de ce Facebook Live. Je vous donne rendez-vous donc mardi. En fait, je ne sais pas la date. Mardi 25 avril, c'est la modernité, texte est prévu à 19h, même lieu, même heure. Et d'ici là, vous pouvez me laisser toutes les questions. Et puis, on peut se voir tous les jours en ville hein, ou sur l'agglomération, bien sûr, puisque tous les jours que Dieu fait, je suis présent sur notre beau territoire de la ville d'Alès Agglomération, pour lequel je travaille avec les élus avec moi, Max Roustan, l'ensemble des élus, l'ensemble des maires de l'agglomération qui sont engagés plus que jamais dans ce monde compliqué. Nous sommes là à votre service. Merci, bonsoir et à bientôt.